Bonjour à tous. Alors, petit check-up habituel, dernier check-up même, je dirais. Est-ce que tout le monde m'entend et est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Oui, Ok, super. Hop, alors, je règle deux, trois trucs sur mon ordinateur et on commence. Voilà, ok, alors, bon, j'espère que vous allez bien, déjà. Donc on est au dernier cours, je suis sûr que vous êtes à peu près tous ravis que ce soit enfin la fin. Concernant l'examen, il me semble que, à cause d'une harmonisation entre tous les campus, tous les examens se tiendront à distance, ce qui, pour vous, change pas grand-chose, mais aussi que vous allez avoir accès, de toute manière, vu qu'on est à distance et qu'on ne peut pas vous empêcher d'avoir accès aux documents, pour faire l'examen, vous aurez accès à tous les documents, du cours, donc c'est-à-dire les PowerPoint, le cours. Bon, les vidéos, ça me paraît compliqué de regarder les vidéos, en même temps que l'examen, mais bon, voilà. Donc vous avez accès à peu près à toutes les ressources que vous voulez. Ce qui veut dire que, il y aura forcément des points qui vont compter plus sur, la méthodologie, sur la réflexion personnelle, sur la manière dont vous organisez vos pensées, plutôt que sur le fait d'avoir, des définitions exactes, puisque ce sont, bah, des définitions que vous aurez, certainement, CTRL-C, CTRL-V d'un PowerPoint ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc je sais pas encore, exactement comment je vais faire le barème intra, à l'intérieur de l'examen, mais une chose est sûre, normalement, vous avez accès à toutes les ressources dont vous avez besoin. Alors, s'agissant de la dernière séance de cours, pourquoi je l'ai appelée séance 3? C'est pas du tout la séance 3, c'est la séance 7. Heu, OK, bon. Donc concernant cette dernière séance, on va voir 2 choses principales. Un truc que j'ai complètement oublié de vous dont j'ai complètement oublié de vous parler la semaine dernière, qui est le régime des publicités. Heu, donc là, on va rester en fait dans le droit des médias, sachant que si je dis pas de bêtises, en fait, la semaine dernière, au lieu de vous parler des publicités, j'avais commencé à évoquer, le droit voisin des éditeurs de presse. Mais en réalité, on va d'abord parler des publicités et ensuite on va parler des droits voisins dans leur ensemble et y compris les droits voisins des éditeurs de presse. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a pu voir au cours du semestre? Que ce soit de la méthodologie, que ce soit des questions de fond, des questions de définition, des notions que vous auriez pas comprises, tout ça on peut en parler dès maintenant. Sachant que, bah, cette dernière séance, elle est peut-être, je sais pas trop, un peu plus courte que les autres et donc on risque d'avoir, un petit peu de temps pour discuter. Ou est-ce que, pour vous, c'est tout bon et on peut commencer le cours sur la publicité? Non, ça a l'air bon pour vous? OK, alors juste 2 petites secondes, je nettoie mes lunettes et on attaque. Oui, simple curiosité, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont, essayés au cas pratique blanc que j'ai mis en ligne? Ou qui l'ont lu, enfin voilà, qui ont ouvert le fichier que je vous ai mis à disposition. Alors je crois, j'ai cru voir une main levée. Alors je sais pas si c'est une main levée question ou pas, mais je vous écoute. Ou c'était une, oui, et c'était juste pour dire que j'avais lu votre cas pratique blanc. Voilà. OK, très bien. Bah, je suis très content, qu'il y ait au moins une personne qui l'ait lu. Alors, voilà. Est-ce que je vais voilà, on est aussi là pour discuter, tranquillement, on va dire. Est-ce que ça vous paraît, en lisant le sujet, est-ce que ça vous paraît être quelque chose de faisable en 2 heures? Bah, je sais pas trop, mais je sais pas si quand j'ai lu le sujet, Mmh mh. enfin le cas pratique, Mmh. pour moi, je faisais pas 3 pages dessus, quoi. Enfin, je Vous voyais faisiez à peu près quelles notions on avait vues dans le cours, qu'on pouvait remettre pour le cas pratique, mais je me voyais pas faire 3 pages dessus, en fait. vous Voilà. vous voyez faire moins, c'est ça? Oui. OK. OK. Hem, Après c'est pas grave, hein, si jamais, alors peut-être que, effectivement le cas pratique blanc était un petit peu plus facile, peut-être un peu trop guidé. Hem, Si jamais vous avez moins de 3 pages, bah, vous avez moins de 3 pages, c'est pas grave. Sur le sujet d'examen, il y a un peu plus de questions, il y a un peu plus de réflexion à avoir. Hem, ah oui, alors
Il y a un truc que je peux proposer, alors bon, je pense pas que ça intéresse grand monde, mais on sait jamais, c'est est-ce qu'il y en a que ça intéresserait d'avoir un truc où je fais une espèce de correction de ce cas pratique, donc soit une vidéo, soit un écrit, où je fais une correction de ce cas pratique et je vous montre comment on construit, bah, voilà, un cas pratique et comment on arrive en fait à ces fameuses 3 pages, minimum. Parce que je pense que si moi je le fais, il y aura plus de 3 pages. OK, oui, 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 OK, très bien et ben, on va faire ça. Alors, du coup, je pose la question, est-ce que vous voulez un écrit? Voilà, juste, en gros, ma correction de mon cas pratique, donc juste un écrit ou est-ce que je vous montre, on fait ça en vidéo, alors soit en vidéo YouTube, toute bête, ou soit un truc interactif où on essaye de construire le cas pratique ensemble. Voilà, donc 3 possibilités, écrit, vidéo ou interactif? Interaction, OK. Sachant que de toute manière, si on fait un truc en interaction, rien n'empêche voilà, rien n'empêche de mettre à disposition l'écrit qu'on a fait ensemble sur la plateforme. OK, bah, on va faire ça. Du coup, ce que je vous propose, alors moi, je vérifie. Ce que je vous propose, c'est on va essayer de faire ça genre vendredi prochain. Vendredi prochain, vers 14h, je mettrai la réunion sur Teams. Un truc pas du tout obligatoire, enfin de toute manière les cours magistraux sont pas obligatoires, mais un truc pas du tout obligatoire où ceux qui le veulent, on va faire le cas pratique. Alors le mieux ce serait que vous l'ayez tous au moins lu avant. Hem, on lit le cas pratique et on regarde quelles sont les informations intéressantes, comment on reformule les questions et comment on répond à un cas pratique. D'accord? Et donc j'écrirai le truc, alors soit je l'écrirai en même temps, soit, à la fin du cours, je ferai un écrit. Alors je vois qu'il y a une autre main levée. Je vous écoute. Est-ce que c'est possible de l'enregistrer? Parce qu'il y en a certains qu'on court vendredi prochain à partir de 13h30. Bien sûr, alors, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un autre jour ou une autre heure qui arrangerait tout le monde pour ceux qui le veulent? Moi, j'ai proposé ça parce que c'était à peu près le créneau habituel, mais si vous avez cours, on peut complètement faire ça à un autre moment, à condition que moi je sois disponible aussi évidemment, mais j'ai aucun problème là-dessus et forcément, si c'est ce que je disais, c'est si jamais on le fait en interactif, ce sera enregistré, mis sur YouTube et le cours, enfin l'écrit sera mis à disposition sur Teams. Je vois qu'il y en a beaucoup qui préfèrent un truc écrit, certainement parce que ça évite la gêne, d'avoir à interagir avec moi, ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, donc tant pis si on est, 3-4 pour le truc en interaction, ceux qui seront là auront forcément une meilleure préparation, et puis ceux qui auront un écrit, bah, j'essaierai de faire un écrit à peu près propre. OK, très bien. Hem, est-ce que est-ce que si jamais on le cale vendredi prochain à 16h, c'est bon pour ceux qui veulent le faire en live? Yes. OK, alors attendez, on va enregistrer ça tout de suite. Je vais créer un meeting Teams pour pas l'oublier. Hem, nouvelle conversation. Non, c'est pas nouvelle conversation. Planifier une réunion. Et donc ce serait le 23 à 16h et donc je pense que, vu que c'est moi qui vais le faire, 1 heure, ça devrait suffire. Donc voilà, on va prévoir 1 heure, envoyer et voilà. Bien! Alors, puisque c'est tout bon pour l'instant, on va pouvoir passer au cours de cette semaine avec, ce que je vous disais, le plan du jour. Tout d'abord, on va parler un petit peu publicité, dans les médias évidemment, puisque publicité, c'est toujours dans les médias et ensuite on parlera des droits voisins, du droit d'auteur. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, à moins qu'il y ait des questions, normalement non, ça a l'air bon, pas de main levée, rien du tout, OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la publicité commerciale déjà, bah, c'est un des principaux revenus des médias. Heu C'est comme ça, hein, mais pour le résumer simplement, la publicité, c'est un contenu qui vise à attirer l'attention du consommateur ou des consommateurs en vue de les inciter à acheter des produits ou de recourir à des services. Et la possibilité de recourir à la publicité, bah, ça met en œuvre plusieurs libertés fondamentales qu'on a déjà vues, à savoir la liberté d'expression, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre. Et bah, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre la liberté d'expression, eh bien, on a déjà vu qu'il faut que ça n'atteigne pas, aux intérêts des consommateurs.
donc les intérêts légitimes des consommateurs, des personnes qui sont visées par la liberté d'expression. Et il faut également que ça n'atteigne pas aux intérêts des concurrents, ce qui relève, là, non pas spécialement de la liberté d'expression, mais plus de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre. D'accord? Donc, ensuite, concernant les médias, eh bien, concernant les médias qui sont visés par la publicité, tous les médias sont visés par la publicité. On a l'article 10 de la loi du 1er août 1986, qu'on avait déjà évoqué, hein, qui vous dit que tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention publicité ou communiqué. Ensuite, donc ça va être pour ce qui est de la presse écrite. Ensuite, on a le décret du 27 mars 1992. Ce décret du 27 mars 1992, relatif à la réglementation des diffusions de messages publicitaires à la télévision, pour la télévision, lui, il exige que les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires, c'est-à-dire quand il y a plusieurs messages publicitaires qui se suivent, ils doivent être aisément identifiables comme tels, c'est-à-dire on doit comprendre que ce sont des messages publicitaires. Et enfin, concernant la publicité en ligne, on a la loi du 21 juin 2004, et cette loi du 21 juin 2004, elle vous dit que toute publicité, sous quelque forme qu'elle soit, accessible par un service de communication en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Donc toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Donc si on devait résumer toutes ces lois, décrets, enfin tout ce système législatif que je viens de décrire, c'est juste, la publicité, peu importe le média, on doit comprendre que c'est de la publicité. Et c'est d'ailleurs pour ça que désormais, quand vous allez sur YouTube ou sur n'importe quel autre média, même en ligne, quand vous avez du contenu sponsorisé, c'est indiqué contenu sponsorisé ou je sais pas comment ça s'appelle, partenaire, enfin voilà. On doit comprendre que c'est telle société qui a fait en sorte que ça arrive et donc potentiellement que le message du youtubeur ou de l'instagrammeur, enfin bref, de l'influenceur en question, est un message qui n'est pas objectif, qui n'est pas un message qui n'est pas son réel ressenti. D'accord? Donc, hop, ça c'est à peu près ce que je vous ai écrit dans votre premier slide. Ensuite, il faut bien comprendre que le contenu même de la publicité est également contrôlé par le droit. Concernant la publicité, pour les produits et les services, on a plusieurs restrictions qui existent et elles sont principalement justifiées par des objectifs de santé et de sécurité publique. Et puisque je vous parle de santé publique, normalement, vous devez tout de suite vous dire, santé publique, publicité, les principales restrictions qui existent, ce sont celles relatives à l'alcool et au tabac. Et ce sont d'ailleurs ces deux catégories-là qu'on va voir plus en détail maintenant, même si il existe d'autres produits qui sont également concernés, qu'on va évoquer, mais on va pas faire un cours entier de droit de la publicité, même si on pourrait, mais on va regarder alcool, tabac, et on va évoquer quelques autres produits et services qui sont concernés par des restrictions légales. Alors, concernant la publicité pour l'alcool, déjà, première étape, qu'est-ce qui rentre dans l'alcool au sens légal? Eh bien, dans le cadre de la législation relative à la publicité pour les boissons alcooliques, on va considérer que sont des boissons alcooliques celles qui contiennent plus de 1,2% d'alcool. Non, c'est pas 1,2%, c'est 1,2 degré d'alcool. D'accord? Donc toutes les boissons, s'il y a 1 degré d'alcool dedans, c'est pas soumis à la publicité spécifique pour l'alcool. Ces dispositions relatives à la publicité pour l'alcool, elles sont prévues dans le Code de la santé publique aux articles L. 3323-2 Excusez-moi, monsieur. Ouais. Est-ce que vous pouvez répéter par rapport au degré d'alcool? En fait, Oui. Si c'est 1,2 degré d'alcool, enfin moins de 1,2 degré d'alcool, on peut diffuser? En fait, c'est ça. En gros, Ok. là, on va voir tout un régime relatif aux publicités sur l'alcool. Eh bien, toutes les boissons alcooliques ou alcoolisées, je crois que dans les textes légaux, c'est alcoolique, mais j'aime pas du tout, je préfère dire alcoolisé.
toutes les boissons alcoolisées qui comprennent moins de 1,2 degré d'alcool ne sont pas soumises à ce régime spécifique qu'on va voir maintenant, à ce régime restrictif de la publicité. Si jamais on dépasse 1,2, alors tout ce qu'on va voir maintenant va s'appliquer. Donc, Ok, je vous c'est clair, disais, merci. je vous en prie, je vous disais, c'est dans le code de la santé publique et concernant la publicité sur l'alcool, la logique, c'est que elle est autorisée sur des supports spécifiques et, en fait, à contrario, ça veut dire qu'elle est interdite par principe, sauf dans les endroits où elle est autorisée. D'accord? Et du coup, elle est autorisée, ça je crois que je vous ai donné la liste, dans une liste d'endroits bien déterminés, à savoir bah, la presse écrite, sauf si la presse écrite c'est pour la jeunesse, par radiodiffusion, sauf à des heures spécifiques. Donc en fait, on a des horaires spécifiques où on peut faire de la pub pour de l'alcool, et ces horaires spécifiques, ils sont déterminés par voie de décret. On ne va pas rentrer dans le détail parce que franchement, c'est pas super intéressant. On peut avoir de la publicité pour l'alcool sous forme d'affiches et d'enseignes, on en voit régulièrement. On peut avoir également des messages publicitaires, des brochures publicitaires avec de l'alcool dedans, et évidemment, on peut en avoir en ligne. Sauf si jamais le service de communication au public en ligne est principalement destiné à la jeunesse. Encore une fois, ce qu'on cherche à protéger, bah, concernant l'alcool, on va surtout chercher à protéger les jeunes et les empêcher de boire, et c'est un peu la même logique qu'on verra après pour le tabac. Et pareil, il y a une limitation relative aux associations sportives. Attendez, je crois que j'ai fait une énorme faute de frappe dans mon PowerPoint. Oui, oui. Délicat professionnel, ça ne veut rien dire. C'est une erreur de mon logiciel de reconnaissance vocale. Je ferai une correction dans le PowerPoint après le cours, parce que là, ça ne veut absolument rien dire. Quoi qu'il en soit, il faut que la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une publicité interstitielle? Ça n'a pas l'air. Ok. Alors, une publicité interstitielle, en gros, c'est principalement, en fait, c'est en ligne ou c'est des publicités numériques. Et en fait, ce sont les publicités qui recouvrent l'intégralité de la page sur laquelle vous êtes. En ligne, on est d'accord qu'il y a différents types de publicités. Il y a celle qu'il y a sur les côtés de votre site internet ou au-dessus, enfin bref, voilà. Et il y a les publicités qui arrivent en plein milieu et qui recouvrent la page, et du coup, vous ne pouvez pas lire la page en dessous. Et donc ça, on n'a pas le droit d'avoir des publicités relatives à l'alcool qui s'affichent et qui remplacent complètement la page sur laquelle vous êtes. D'accord? Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails. On va vous parler d'un jugement rendu par le TGI de Paris le 14 septembre 2017, concernant en fait cette liste bien déterminée, d'accord? Et en fait, ce jugement rendu par le TGI de Paris le 14 septembre 2017, il est très intéressant parce qu'il vous dit qu'un échafaudage, alors je sais pas trop si vous en avez déjà vu, mais depuis quelques années maintenant, on a sur les échafaudages, sur des chantiers notamment de travaux publics, on a des pubs qui s'affichent, qui sont affichées sur les échafaudages. D'accord? Et en fait, ces pubs-là, quand on regarde le code du patrimoine, ces pubs-là sont autorisées par la loi et les revenus générés par ces publicités permettent de financer les travaux. Et dans ce jugement du TGI de Paris du 14 septembre 2017, on avait une pub pour de l'alcool sur ces échafaudages. Et donc la question c'était, bah, est-ce que les échafaudages fonctionnent, sont un support autorisé? Et le TGI vous dit, ben en fait, les échafaudages ne sont pas dans la liste prévue par euh, le Code de la santé publique pour les publicités relatives aux boissons alcoolisées. Par conséquent, cette affiche est illicite. Cet affichage sur un échafaudage est illicite. Et donc, on comprend bien que la liste prévue par le Code de la santé publique est une liste stricte. Il n'y a pas de oui, mais un échafaudage, c'est un peu comme une affiche. Si c'est pas explicitement écrit échafaudage dans la liste, c'est pas possible. À l'inverse, du Code du patrimoine, qui lui, en fait, ne distingue pas du tout des affiches des échafaudages. Sauf que là, on est dans une logique où on cherche à protéger la santé publique, et donc ça justifie une interprétation plus restrictive. D'accord? Et
vu la liste que vous avez, on comprend donc que sont exclus de la publicité pour l'alcool, le cinéma et la télévision, puisqu'ils ne sont pas expressément mentionnés, et également la publicité à destination des mineurs. Idem, interdit le parrainage lorsque celui-ci a pour objet ou alors pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en fonction de n'importe quoi, en faveur des boissons alcoolisées. Enfin, concernant le mécénat, l'interdiction du mécénat pour des boissons alcoolisées, c'est une interdiction qui est relative, puisqu'on a la possibilité de faire connaître la participation par voie exclusive de mention écrite dans les documents diffusés que une marque de boisson alcoolisée sert de mécène à un événement, notamment les événements en question, ce sont ceux relatifs à l'enrichissement ou la restauration du patrimoine naturel ou culturel. D'accord? Donc on voit quand même que les hypothèses de publicité pour de l'alcool sont très, très limitées. Ensuite, concernant le contenu même du message pour la publicité de boissons alcoolisées, eh bien, on a l'article L 3323-4 du Code de la santé publique qui vous dit que la publicité, quand elle est autorisée pour les boissons alcooliques, est limitée à l'indication du degré d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit et de l'adresse des fabricants. En gros, les informations, quand on fait de la publicité pour de l'alcool, on n'a pas le droit d'avoir, on est obligé d'avoir certaines dispositions spécifiques et notamment aussi, vous avez, alors ça je pense que tout le monde le sait, mais ça paraît logique que c'est un truc imposé par la loi, mais vous devez toujours préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et dans la jurisprudence, on a beaucoup d'arrêts qui sanctionnent en fait la publicité pour l'alcool. On a notamment, je vous en ai pris quelques-unes de façon un peu arbitraire, hein, parce que c'est juste des exemples. On a une décision rendue le 23 mai 2012 par la Cour d'appel de Paris qui vous dit que, en gros, c'était un message c'était une publicité pour un cocktail et la publicité en question, d'après la Cour d'appel de Paris, dans l'esprit du consommateur, ça ne renvoyait pas à un mélange d'ingrédients ou un cocktail, c'est-à-dire on ne vous disait pas dans notre cocktail il y a ça, 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 mais ça vous disait, en gros, le message c'était le rapprochement des personnes et ça disait que quand on picolait entre potes, il y avait un moyen de nouer des relations inattendues et fortuites. Et donc, c'était vraiment de la publicité et pas juste le caractère informatif de dans notre cocktail, il y a tels ingrédients. C'était quand on boit notre alcool. C'était une publicité visuelle, hein, donc, mais le message de la publicité, c'était quand on boit notre alcool, il se passe des trucs cool. Et pas juste notre alcool, il est bon, parce qu'il y a ça dedans. D'accord? Et il y a plusieurs autres exemples. Je vous en donnerai un, je vous en donne un autre sur cette fois-ci purement textuel, sur les critères de qualification du produit. Cette décision, elle est beaucoup plus ancienne. Elle a été rendue par la Cour de cassation le 31 mai 1995. Donc, chambre criminelle, d'ailleurs, c'est chambre criminelle de la Cour de cassation, 31 mai 1995. Et qui vous dit que parler d'une mousse fine et onctueuse, harmonie subtile, attente ultime, donc mousse fine et onctueuse, harmonie subtile, attente ultime, ça ne peut pas être considéré comme une indication du mode de consommation du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas juste dire notre bière, elle est faite à base de houblon et du coup elle est douce. C'est une manière d'inciter directement à la consommation du produit, et donc ce n'est pas juste une indication du mode de consommation du produit. Par conséquent, c'est une publicité illicite. Alors, maintenant qu'on sait que c'est quand même très restrictif, qu'il y a beaucoup de publicités qui ont été sanctionnées parce qu'elles sont illicites, la question c'est quoi, ou plutôt quelles sont les sanctions des publicités illicites, des publicités pour l'alcool qui sont illicites? Eh bien, dès que l'infraction est constituée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le bon support ou alors que le message n'est pas simplement un message informatif, eh bien, le ministère public, le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites peut, à titre préventif, demander le retrait de la publicité. D'accord? Donc avant que tout jugement soit effectué, il est possible de retirer la publicité. Après, si jamais le jugement est rendu et qu'il y a une relaxe ou un non-lieu,
la personne qui a fait la publicité peut demander à ce qu'elle soit remise de façon publique. À l'inverse, si jamais la personne qui a fait la publicité est condamnée, alors la sanction encourue, c'est une amende qui peut monter à 50% des dépenses contractées à l'opération illégale. Et il y a une peine complémentaire possible, ça je crois que je vous l'ai écrit, mais en cas de récidive, il y a une peine complémentaire qui est une durée de 5 ans. Pendant 5 ans, on ne pourra plus commercialiser les boissons en question. Et évidemment, on peut obtenir la suppression de la diffusion de cette publicité. D'accord? Est-ce que c'est à peu près bon pour vous jusque-là? OK, ça a l'air. Donc on va passer à la publicité sur le tabac. Alors la publicité pour le tabac, ça va être assez vite en fait, puisque assez rapide, puisque le régime est très similaire à la publicité pour l'alcool, hein. Globalement, la publicité pour le tabac, bah, c'est un régime d'interdiction de toute propagande, ou publicité en faveur du tabac. Elle est prévue aux articles L. 3511-3 du code de la santé publique et elle interdit également toute opération de parrainage lorsque, bah, ce parrainage, il a pour effet ou pour objet, de, d'inciter à la consommation directe ou indirecte du tabac. Enfin, faire de la publicité directe ou indirecte pour du tabac. Et on a une exception qui, en fait, à la fois logique et en même temps, traduit certainement un problème de manque d'harmonisation au niveau européen et international, mais on a une exception, je crois que je voulais marquer, concernant, bah, les compétitions de sport mécanique, c'est-à-dire les sports automobiles, qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée. En gros, si jamais vous avez France 2 qui retransmet, je sais pas moi, en vrai je pense que j'ai pas beaucoup d'exemples, je suis pas un grand fan de sport automobile, mais les courses automobiles aux États-Unis type NASCAR où il y a toujours des pubs pour Marlboro, si jamais France 2 décide de retransmettre ça, eh bien, on ne va pas leur tenir rigueur, on pourra pas les poursuivre parce que, quand ils ont retransmis, aux États-Unis, il y avait une pub pour le tabac. Normalement, c'est à peu près clair. Donc, quelles sont les sanctions? C'est ce que je vous disais, les sanctions sont les mêmes, puisque, bah, à titre préventif, on peut faire cesser la publicité pour le tabac, donc soit par le ministère public, soit par le juge d'instruction, soit le tribunal saisi des poursuites. Et en cas de relax ou de non-lieu, on peut remettre la publication. Et concernant les peines encourues, eh bien, on a exactement la même peine que pour l'alcool, 50% des dépenses consacrées à l'opération illégale et également possible d'obtenir la suppression de la publicité. Et en cas de récidive, eh bien, le tribunal peut interdire pendant une durée de 5 ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illicite. Donc, on a vu, je vous l'avais dit, hein, c'est assez rapide cette semaine, en tout cas la publicité c'est assez rapide. On a vu interdiction des pubs pour le tabac, interdiction des pubs pour l'alcool. Alors on a d'autres publicités ou services qui sont réglementés, je vais vous en parler rapidement. On a tout d'abord, je pense que vous vous en doutez, mais les médicaments et les produits de santé qui ont un régime qui restreint ou interdit de temps en temps la publicité en faveur de certains médicaments ou de certains diagnostics, ou de certains traitements. On a également une limitation de la publicité pour les armes à feu et les publicités pour les armes à feu qui sont, licites, hein, on a le droit d'en faire, mais il y a une limitation. Elles ne peuvent en fait qu'être des espèces de publicités objectives. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir uniquement savoir, qu'on ne peut pas inciter à dire: «Ouais, tu as le fusil, il est vachement bien». D'accord? Ça doit, être des indications d'ordre technique sur la nature, l'origine et la «qualité intrinsèque» entre guillemets de l'arme à feu. Et ces publications-là, ces publicités-là, elles ne peuvent être, sur des supports et ne peuvent être qui ne sont destinés qu'à un public déterminé. En gros, vous avez le droit de faire un catalogue où dedans il y a plein d'armes à feu et de vendre ce catalogue en tant que support publicitaire, mais ce catalogue, il doit être destiné soit à des chasseurs, soit, à du tir sportif, soit en gros à certains professionnels et on ne leur transmet que à ceux qui en font la demande.
D'accord? Donc c'est pour ça que vous n'allez jamais avoir, des brochures dans votre boîte aux lettres pour vous dire: «Venez acheter un fusil». C'est parce qu'on est obligé, enfin on ne peut le faire que si jamais il y a une demande effective, une demande de renseignement. D'accord? Ensuite, autre petit truc qu'on va voir rapidement, les jeux d'argent et de hasard. Donc les jeux d'argent et de hasard, leur régime est réglementé par la loi du 12 mai 2010 et elle vous précise que, bah, toute communication en faveur d'un jeu d'argent et de hasard est autorisée, mais sous diverses conditions, notamment, celle que vous connaissez, qui est de dire que le jouet comporte des risques, qu'il faut aller voir un psy si jamais il y a besoin et évidemment, c'est interdit si jamais c'est un public qui est constitué principalement de mineurs ou qui est susceptible de toucher des mineurs. Également, les publicités concernant les jeux d'argent et jeux de hasard, c'est interdit dans le cinéma. Dès lors, encore une fois, que c'est accessible aux mineurs. Voilà. La logique de toute manière, c'est, concernant tous ces produits qui peuvent être produits ou services qui peuvent être néfastes à des jeunes, c'est de dire qu'à partir du moment où c'est potentiellement néfaste, on va interdire la diffusion auprès des mineurs. Bon, on va s'arrêter là sur les différents types. Il y en a de publicités, il y en a d'autres, hein, des publicités qui sont interdites, mais bon, l'important, les 2 principales, c'était alcool, tabac. Et maintenant, on va voir en fait le régime des publicités plus traditionnelles. Et en fait, il y a 2 types principaux de publicités sur lesquels on peut s'attarder. C'est d'une part les publicités comparatives et d'autre part les publicités trompeuses. Donc on va commencer par les publicités comparatives. Alors, normalement, vous voyez tous à peu près ce que c'est, les publicités comparatives. Et notamment parce que, bah, les publicités comparatives, elles sont monnaie courante, hein, on va pas se le cacher, dans plein de pays, notamment les États-Unis. À l'inverse, en France, la publicité comparative, elle est pas vraiment interdite, mais elle est fortement limitée depuis la loi du 18 janvier, oui, c'est ça, de la loi du 18 janvier 1992. Et en fait, avant cette loi-là, la jurisprudence, elle avait déjà limité la portée des publicités comparatives. Pourquoi? Parce que, bah, les publicités comparatives, elles ont un lien fort avec les pratiques commerciales déloyales. C'était fréquent, c'est assez logique finalement qu'une publicité comparative, elle puisse chercher à induire en erreur ou à dénigrer la marque de certains concurrents. Pour autant, les publicités comparatives, elles ont également éventuellement, hein, des effets positifs, parce qu'elle permet de stimuler la concurrence. Quand vous avez un concurrent qui dit que son produit est meilleur que le vôtre et qu'il avance des raisons objectives, heu et vérifiables, ça invite votre marque à s'améliorer pour que sa publicité ne soit plus valable et pour éviter de perdre des parts de marché. Donc c'est bon pour l'économie, notamment, enfin, principalement si la publicité comparative est véridique et on le verra, c'est une des conditions. Et d'autre part, la publicité comparative, ça permet aussi aux consommateurs d'avoir plus d'informations, ou en tout cas plus d'informations qu'une publicité classique. Parce qu'une publicité classique, elle ne dira jamais nos produits, ils sont plus chers mais moins bien que les produits du voisin. Ils vont dire une publicité, par définition, c'est de dire nos produits, ils sont bien et ils sont pas chers, même si c'est pas vrai. Euh, et donc la publicité comparative permet finalement aussi d'informer le consommateur. Et donc, la publicité comparative, elle est définie à l'article L.122-1 du Code de la consommation. Et on vous dit, la publicité comparative, c'est celle qui met en comparaison des biens ou des services en les identifiant implicitement ou explicitement, en identifiant, pardon, implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Alors, déjà, en lisant ça, bah, on comprend qu'il faut que le concurrent il soit spécifique. Il y a un concurrent spécifique qui est visé par la publicité. Une publicité qui ne ferait qu'évoquer une supériorité globale sans identifier un concurrent, eh bien, ce ne serait pas une publicité comparative. Si jamais je vous dis, je sais pas moi, Apple, c'est la meilleure marque de téléphone, c'est pas une publicité comparative. Par contre, si je vous dis
Apple, c'est mieux que Samsung, là, c'est comparatif. On a une marque spécifique. Et on va essayer de tempérer cette information, puisqu'il ne faut pas que c'est pas nécessaire que le concurrent soit explicitement identifié. Donc on n'est pas obligé de dire Apple c'est mieux que Samsung. On peut tout simplement, il peut être juste identifiable par les destinataires de la publicité. Et le critère, en fait, le critère principal à retenir, c'est celui du représentant moyen du public auquel s'adresse la publicité. Et les publicités, elles sont généralement adressées aux consommateurs. Donc, le critère en matière de publicité comparative, c'est de savoir si le consommateur moyen peut identifier le concurrent visé. D'accord? Mais ça, c'est la logique de base. Vu que l'article ne précise pas que ça ne vaut que pour les publicités à destination des consommateurs, une publicité comparative qui s'adresserait à des professionnels, alors le critère pour savoir si la personne est identifiable, si le concurrent est identifiable, ce serait par rapport au professionnel moyen. Mais c'est ce que je vous disais, vu que la plupart des publicités sont destinées aux consommateurs, eh bien, pour savoir si on est dans une hypothèse de publicité comparative, on va regarder si le consommateur moyen est capable de savoir si cette publicité permet d'identifier de façon directe ou non un concurrent. D'accord? Est-ce que c'est à peu près clair? Ça a l'air? Ok, très bien. Alors, je continue puisque c'est à peu près clair. Et donc, ce que je vous disais, c'est que la publicité comparative, c'est très limité, et donc il y a des conditions de licéité. Je crois que les conditions de licéité, je vous les ai écrites, il y en a 3, hein. C'est-à-dire que la publicité, elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, qu'elle porte sur des biens et services qui répondent aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et enfin, elle compare des caractéristiques qui sont essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services. D'accord? Donc on va s'intéresser un peu plus en détail à ces différentes conditions. Tout d'abord, la publicité doit être véridique. C'est logique, c'est une condition pour toutes les publicités, qu'elles soient comparatives ou non, et ça veut dire que c'est à l'annonceur d'être capable de prouver l'exactitude de sa publicité. Pour autant, le problème, c'est que l'emploi de l'expression de nature à induire en erreur, ça permet pas forcément de condamner des comparaisons qui ne sont pas littéralement fausses, mais qui suggèrent à tort que l'annonceur est meilleur que son concurrent. D'accord? C'est un point de détail, hein, mais à garder en tête. Ensuite, la publicité, elle doit porter sur des biens ou services qui répondent aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. Autrement dit, on compare ce qui est comparable. C'est aussi simple que ça, on compare ce qui est comparable. Encore une fois, formulation maladroite, puisqu'on peut avoir deux choses qui répondent à un même besoin, mais qui n'ont pas nécessairement la même qualité. Euh, Tout bêtement, si jamais je devais comparer deux moyens de transport, on va dire comparer deux voitures, si je compare une Tesla avec une Dacia, il y a de fortes chances que la comparaison permette de dire que la Tesla c'est bien meilleur, mais la légitimité de comparer une voiture de luxe à une voiture premier prix est quand même assez questionnable. D'accord? C'est-à-dire que oui, excusez-moi. Enfin, concernant la comparaison elle-même, eh bien, la comparaison ne doit pas être floue, d'accord? Et on ne doit pas non plus comprendre la comparaison comme des opinions personnelles ou du coup, ça, c'est illégal ou pas? Ah, alors déjà, je suis très content que vous mettiez cette pub parce qu'elle m'a beaucoup fait rire. Ça, en France, bah, je vous laisse répondre à la question puisque ça, en soi, c'est pas une publicité qui a été faite en France. Mais est-ce que c'est une publicité comparative? On va regarder les 3 critères différents qu'on a vus. Est-ce que c'est trompeur ou est-ce que c'est de nature à induire en erreur? Ça va dépendre de l'interprétation par le consommateur moyen. Est-ce que ça porte sur des biens et services qui répondent aux mêmes besoins? Bah oui, Coca, Pepsi, c'est exactement la même logique. Et ensuite, est-ce que ça compare objectivement plusieurs caractéristiques essentielles? Non, ça compare pas objectivement plusieurs caractéristiques essentielles. En réalité, là, on n'est même pas au-delà, on va dire,
Même si j'adore cette pub parce que la réponse est fantastique, mais enfin l'échange est fantastique, mais en réalité, on est plus dans une question, d'atteinte aux droits des marques. Puisqu'on est dans l'utilisation de la marque de quelqu'un d'autre, non pas dans le cadre d'une publicité comparative, puisqu'on ne va pas chercher à comparer des caractéristiques, d'accord? Là, en soi, on ne cherche pas du tout à comparer des caractéristiques. On n'est pas en train de dire: «Le Pepsi, c'est, moins sucré» ou «Ça a plus de goût», «Ça coûte moins cher» ou voilà, on est juste dans quelque chose qui suggère, on est dans le caractère suggestif et donc ce n'est pas vraiment de la publicité comparative. D'accord? Est-ce que ça vous voilà, c'est pour ça qu'en France, ça, déjà, c'est pas vraiment ça rentre pas dans le cadre de la publicité comparative et surtout, ce serait considéré comme une atteinte aux droits des marques. Parce qu'en fait, il me semble que j'en parle un peu plus loin dans le cours, mais globalement, pour faire de la publicité comparative, par moment, vous êtes obligé d'utiliser le nom d'une autre marque. D'ailleurs, ça c'était alors à l'époque où je regardais la télé, donc c'était il y a quand même un petit moment, il y avait beaucoup cette idée de, chez Intermarché, les prix, ils sont moins chers que chez, Leclerc, Carrefour, machin et puis il y avait Carrefour qui répondait en disant: «Chez Carrefour, le prix de tel produit, il est moins cher que machin, que chez Intermarché, Leclerc, blablabla» et en fait, ça, c'est de la publicité comparative où on utilise le nom d'une marque de façon légitime parce que, pour comparer 2 produits, on va être obligé d'employer le nom de la marque d'un concurrent. Mais là, on n'est pas en train de comparer des caractéristiques objectives. En tout cas, pas de façon claire. Et vu qu'on n'est pas dans le cadre de la publicité comparative, on n'a pas le droit d'employer le nom d'une autre marque. En tout cas en France. Et donc, c'est illicite. Est-ce que c'était une expression claire? Une réponse claire? Et c'est ce que je vous disais, aux États-Unis, ils ont pas du tout cette logique-là. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'ils ont un système de pub qui est beaucoup plus «marrant» entre guillemets, que ce qu'on trouve en France. Où est-ce que j'en étais? Oui, j'en étais, la comparaison ne doit pas être floue, ça ne doit pas non plus être juste des opinions personnelles. On peut pas juste dire: «Les produits X sont meilleurs que les produits Y». Et pourquoi le prix est expressément nommé dans cet article? Eh bien, tout simplement parce que, dans la version de 1992, donc dans la version d'origine de cet article, le prix n'était pas compris et c'est en fait une ordonnance de 2000 qui admet la comparaison des prix. Et d'ailleurs, alors bon, c'est pour votre culture ou pas, enfin je sais pas, il faut savoir que l'annonceur, donc celui qui fait la publicité comparative, a le droit de se rendre sur les lieux de vente de son concurrent pour relever les prix pratiqués. D'accord? C'est pas une pratique commerciale trompeuse, voilà. Vous avez le droit, si jamais vous voulez faire une pub en disant: nous les petits beurlus, on les vend 1,20 € et notre concurrent, il les vend 1,50 €, donc on est moins cher», vous avez le droit. À partir du moment où vous êtes capable de justifier qu'effectivement, votre concurrent vend bien ses gâteaux à 1,50 €. C'est-à-dire que, vous avez pris une photo, vous avez, un catalogue où il y a marqué que le prix c'est 1,50 €, enfin voilà. Et effectivement, donc en fait, je viens d'anticiper sur la suite qui est concernant en fait la capacité à prouver les éléments comparatifs, eh bien, on a l'article L.122-5 du code de la consommation qui vous dit que l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver, dans un bref délai, en bref délai, pas plus de précision, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais l'annonceur il doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. En gros, si jamais vous comparez, je sais pas, j des billes, voilà, si vous comparez des billes et que vous dites: «Nos billes, elles sont plus lisses que les billes du voisin», vous devez être capable, si jamais le voisin, vient vous dire que c'est pas vrai, vous devez être capable de le prouver. Vous allez dire: «Bah oui, mais si on a un brevet, qui nous dit que les nôtres, elles sont plus lisses, on a des preuves, des éléments de preuve qui permettent de dire que c'est le cas». Si jamais vous dites que, le café, il est plus fort, il a un taux de caféine plus fort que celui du voisin, eh ben, il faut que vous ayez les papiers pour démontrer que vous avez effectivement un taux de caféine plus fort que celui du voisin. Donc ensuite,
vous voyez dans le PowerPoint, je vous ai dit qu'il y a également des conditions négatives. Tout d'abord, concernant le support de cette publicité comparative, on a l'article L122-4 du Code de la consommation qui vous dit qu'on n'a pas le droit de faire des publicités comparatives sur des emballages, sur des factures de titres de transport, sur des moyens de paiement ou sur des billets d'accès à des spectacles. Billets d'accès à des spectacles, c'est quand même un cas un peu à part, mais en gros, la logique, c'est de dire que les concurrents, ils ne pourraient pas employer le même moyen. Ils ne peuvent pas, en fait, sur la même boîte, tout simplement. Si jamais vous avez Kellogg's qui faisait une publicité comparative avec une marque concurrente sur sa boîte de céréales, la marque concurrente, elle ne pourrait pas se défendre de cette publicité comparative sur la boîte de céréales Kellogg's. D'accord? Et donc, elle ne serait pas capable de se défendre. Et c'est ça, en fait, les limites du support, ça doit être un support où la personne comparée doit être capable d'amener une comparaison retour, de dire, en fait, votre publicité comparative, elle n'est plus vraie. Ou alors, on a d'autres arguments, effectivement, vous êtes peut-être moins cher, mais nous, on a d'autres arguments qui justifient d'être plus cher. Du coup, on est de meilleure qualité. Voilà, donc c'est un peu cette logique-là qui est derrière la limitation relative au support. Ensuite, on a les limites relatives au dénigrement, puisque lors d'une publicité comparative, l'annonceur il ne doit pas pousser la comparaison jusqu'au dénigrement ou jusqu'à la confusion. Ça veut dire que la référence à la marque concurrente, si elle est parfois nécessaire, notamment ce que je vous disais, pour remplacer une pièce dans une voiture, par exemple, vous avez une voiture Renault, les pièces dedans, c'est des pièces Renault. Vous dites, alors nous, on produit des pièces qui rentrent dans les voitures Renault. Donc, en soi, vous êtes uniquement dans des éléments comparatifs. Vous dites, on est un peu mieux, on est un peu moins bien. Mais vous n'avez pas le droit de dire, les pièces de la marque Renault sont nulles. Vous avez juste le droit de dire, nos pièces sont potentiellement meilleures. Mais vous ne pouvez pas faire. En fait, voilà. Ça revient un petit peu au même quand on y réfléchit, parce que quand on dit nous, on est bien meilleur, ça veut bien dire que la personne à laquelle vous vous comparez, elle est moins bien. Mais, dans les faits, vous n'avez pas le droit de dire eux, ils sont moins bien, eux, ils sont nuls. Vous avez juste le droit de dire nous, on est meilleur. D'accord? C'est un type de langage que j'ai, ça. Pardon. Ensuite, alors, dénigrement, confusion, voilà. Donc, concernant la confusion. Alors, la confusion, c'est assez simple, hein, ça veut dire que c'est l'inverse du dénigrement. La confusion, c'est d'essayer de faire croire que le produit de l'annonceur appartient ou rentre plus ou moins dans la marque à laquelle elle est comparée. D'accord? C'est créer la confusion au sein du consommateur, c'est que le consommateur ne sait pas ou ne sait pas exactement si jamais la marque à laquelle vous vous comparez sont sont deux produits de la même marque. Si jamais, je sais pas, je faisais une pâte à tartiner à la noisette et que dans ma publicité je disais c'est le petit frère du Nutella, le consommateur moyen pourrait se dire mais du coup c'est Nutella, mais c'est une autre version du Nutella, et pas juste de se dire c'est une marque générique qui se compare à Nutella. Ça c'est la confusion. Et donc la confusion, c'est interdit. Et vous ne devez pas non plus, en fait, dans cette même logique de confusion, vous ne pouvez pas présenter votre produit comme une imitation, une reproduction d'un service ou d'un bien concurrent. Parce que ça mène à la confusion pour le consommateur. Excusez-moi. Ensuite, et enfin, on va s'arrêter là sur les publicités comparatives. La semaine dernière, je vous avais parlé, alors assez brièvement j'en conviens, mais je vous avais parlé du droit de réponse. Et je vous avais dit, le droit de réponse, c'est le droit pour une personne physique ou éventuellement morale qui a été mentionnée par un média, qui a été mise en cause par un média, de pouvoir s'exprimer dans le même média. Et évidemment, concernant les publicités comparatives, alors je dis évidemment et ça paraîtra évident une fois qu'on l'aura expliqué, pour les publicités comparatives, la personne mise en cause, comparée dans la publicité, ne peut pas faire valoir un droit de réponse pour dire en fait, mon produit, il est mieux. Pourquoi? Parce que le droit de réponse,
il est gratuit. Alors que le service, enfin l'annonceur a payé pour avoir une page de publicité dans un magazine, et donc ça voudrait dire qu'il y en a un qui paye, et celui qui met en œuvre son droit de réponse n'aurait pas à payer pour avoir une page dans un magazine. Et donc ça mettrait en branle le système économique complet. Sachant que, encore une fois, de toute manière, la publicité comparative, en théorie, elle est objective. Et donc, il n'y a pas de réelle mise en cause. Il y a des éléments qui sont prouvables facilement, et donc il n'y a pas de raison de justifier un droit de réponse. Et ça, c'est l'article L122-6 du Code de la consommation qui vous l'explique. Alors, Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'article, s'il vous plaît? bien sûr, c'est L122-6. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque là, on vient de terminer sur la D'accord, publicité merci. comparative. Oui, s'il vous plaît. Ouais, je vous Pouvez-vous écoute. redonner les exemples pour les limites relatives au support? Alors, ce ne sont pas vraiment des exemples, c'est une liste définie. Je vous ai peut-être pas donné l'article, d'ailleurs, c'est l'article L122-4 du Code de la consommation. Donc, article L122-4 du Code de la consommation, qui vous dit qu'il est interdit de faire des publicités comparatives, des annonces comparatives sur des emballages, des factures de titres de transport, sur des moyens de paiement ou sur des billets d'accès à un spectacle. Retenez les principaux, hein, ce sont les emballages, les factures des titres de transport et les moyens de paiement. C'est une liste restrictive assez limitée, et ce qui est important surtout, c'est de retenir la logique, en fait, de dire qu'on ne peut pas faire une publicité comparative sur un support où la personne avec laquelle on se compare ne peut pas elle-même répondre. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Ok, super. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ou est-ce qu'on passe à la suite? Ok, bon, alors on va passer à la suite. On va commencer sur la publicité trompeuse. Excusez-moi. J'ai pas trop compris le pas de droit de réponse. Alors, je vous avais la semaine dernière, alors c'est vrai que je suis allé un peu vite la semaine dernière sur le droit de réponse, mais en gros, je vous disais la semaine dernière que quand quelqu'un était mis en cause dans un article de journal ou à la radio ou à la télé, il avait ce qu'on appelle un droit de réponse, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer une version différente des faits, ou sa version, en fait, il avait la possibilité de se défendre dans le média dans lequel il est mis en cause. D'accord? Ça veut dire que, de façon gratuite et rapide, puisqu'il n'a pas à payer pour ça, il peut exprimer son point de vue sur la situation pour laquelle il est mis en cause dans le média qui le met en cause. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit de réponse. Concernant les publicités comparatives, si on partait de façon complètement abstraite, on pourrait se dire, ben en fait, on est, je sais pas moi, dans un journal, et dans un journal, il y a une publicité comparative où, vous êtes comparé à un autre, ou votre produit est comparé au produit d'un concurrent. Si jamais c'est le concurrent qui vous a mis en cause, on pourrait se dire, ben attendez, mon produit est mis en cause dans tel journal, par conséquent, je mets en œuvre mon droit de réponse, puisque mon produit est mis en cause. Mais le problème, c'est que le droit de réponse, c'est quelque chose qui est gratuit. Sauf que la publicité comparative première, l'annonceur, il a nécessairement payé pour avoir cette annonce dans le journal. Et si vous aviez droit à un droit de réponse gratuit, ça voudrait dire que vous avez en retour un droit de vous exprimer de façon gratuite dans un journal, et donc finalement de générer de l'argent, puisque la publicité, ça sert à générer de l'argent, hein, puisque ça permet que les gens achètent vos produits, de générer de l'argent aux dépens du journal. Ce serait une atteinte finalement à la liberté de commerce et d'entreprise, à la liberté d'entreprendre, qui est celle du journal. Et de toute façon, c'est ce que j'essayais d'expliquer, la publicité comparative, elle doit être effectuée avec, ça doit être des informations qui sont vérifiables, qui sont objectives, portées sur des caractéristiques vérifiables dans un bref délai. Donc en fait, le fait qu'il n'y ait pas de droit de réponse, ça veut dire que si jamais vous avez
un de vos produits et qui est comparé par un concurrent dans un article de journal, si jamais vous voulez faire une publicité comparative à votre tour, dans le même journal, bah, vous allez payer la page de publicité dans laquelle vous voulez mettre votre annonce. Est-ce que maintenant c'est un peu plus clair? Ok. Qu'est-ce que... Donc, vous savez quoi, je vous propose de prendre nos 5 minutes de pause maintenant, parce que là, on va arriver sur la publicité trompeuse, qui est quand même un petit morceau. Donc, on se retrouve à 16h31, 32, et on reprendra sur la publicité trompeuse. Voilà. Alors, on va pouvoir reprendre. Et donc, on va reprendre sur la publicité trompeuse. Alors, la publicité trompeuse, elle est prévue aux articles L.121-1 à L.121-7 du Code de la consommation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la publicité trompeuse, elle est comprise dans un ensemble plus large qu'on appelle les pratiques commerciales déloyales. Donc l'article L121-1 du Code de la consommation, lui, n'est pas relatif spécifiquement aux publicités trompeuses, mais aux pratiques commerciales déloyales. Et largement entendu, la pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire, alors je crois que je vous l'ai écrit, aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou qu'elle est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif. C'est le consommateur moyen. Donc ça veut dire qu'une pratique, elle est déloyale quand elle altère la perception qu'a un consommateur moyen sur un produit ou un service. D'accord ? Ensuite, l'article L121-2, je crois que c'est l'article que je vous ai donné sur la droite de votre slide, voilà, vous précise exactement les 3 grandes hypothèses, en fait, dans lesquelles une pratique commerciale est considérée trompeuse. En fait, il y a 1, 2, 3, et c'est la deuxième hypothèse qui est la plus fournie, puisqu'il y a plein de sous-hypothèses, en fait, dans ce petit 2-là de l'article L121-2 du Code de la consommation. Alors, là, le slide fait un petit peu peur, ça a l'air un petit peu compliqué, mais on va essayer de simplifier tout ça. Ce qu'il faut comprendre de toute manière, c'est que les pratiques commerciales trompeuses, elles sont séparées en 2 catégories différentes. On a d'une part les actions trompeuses et d'autre part les omissions trompeuses. On vérifie. Oui, non, c'est bon, j'ai pas oublié de remettre mon micro, tout va bien. Et parmi en fait ces pratiques trompeuses, on peut séparer 3 catégories différentes. On a celle qui crée une confusion avec un autre bien ou service. Auquel cas, bah, ça relève un petit peu aussi de la publicité comparative. Ensuite, on a celle qui repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur. Donc ça, c'est en fait l'hypothèse la plus fréquente. C'est quand la pub, elle vous raconte n'importe quoi. D'accord ? C'est cette pub-là, cette pub vous dit... on va prendre un exemple génial. Tel shampoing fait repousser vos cheveux et en fait, bah, il ne fait pas du tout repousser les cheveux. Ça, c'est une publicité, une pratique commerciale trompeuse. Et enfin, on a la 3e catégorie de pratiques trompeuses qui est celle qui n'identifie pas clairement la personne qui la met en œuvre. Et typiquement, cette 3e hypothèse, c'était pas mal le cas sur YouTube à l'époque où on n'avait pas, où c'était pas clairement indiqué que c'était un contenu sponsorisé. Où il y avait, et d'ailleurs, par exemple, c'est encore un peu le cas, si je dis pas de bêtises, sur Snapchat, où il y a quelqu'un qui vous dit « Oh là là, regardez ce produit, il est fantastique, il a fait plein de trucs, blablabla, blablabla. » Et vous dites bah, « C'est super, si machin il approuve, ça veut dire que c'est bien. » Alors qu'en fait, machin, il a été payé pour faire de la pub. D'accord ? Ça, c'est une pratique commerciale trompeuse. Et donc, ce que je vous disais, hein, la catégorie la plus importante, c'est la 2e. Et un des exemples retenus par la jurisprudence, un des premiers exemples qu'on va avoir, c'est dans une décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 mars 1979. C'était l'affaire Tang, si je ne dis pas de bêtises. Donc, chambre criminelle, 13 mars 1979. Et dans cette affaire, en gros, on avait une boisson qui était composée principalement de substances chimiques et la boisson, elle était définie comme une boisson au goût de fruits pressés. Jusque-là,
pas de tromperie. C'est possible qu'un truc purement chimique, ça ait le goût de fruits pressés. Cependant, au-delà de ce message, il y avait un visuel. Cette allégation au goût de fruits pressés était accompagnée d'un visuel où il y avait plein de fruits frais coupés. Et donc, ça laissait penser au consommateur moyen, hein, que la boisson, elle était composée de fruits frais. Et ça, la jurisprudence a dit, c'est une pratique commerciale trompeuse. D'accord? Mais, parce qu'il y a toujours des mais, il y a, on va dire, l'extrême inverse, ce qu'on va appeler la publicité hyperbolique. C'est celle qui délivre un message que n'importe quel consommateur est capable de comprendre comme étant une exagération. Est-ce que j'ai un exemple en tête comme ça? Oui, choc à pic. Voilà. Choc à pic, alors je sais pas du tout si, ça fait très longtemps que cette pub existe, je sais pas si elle existe encore, mais à un moment, choc à pic, ça vous disait, vous mettez du chocolat dans un volcan et paf, ça fait des chocs à pic. N'importe quel, enfin j'espère, hein, n'importe quel consommateur est capable de comprendre que c'est pas comme ça qu'on fait des chocs à pic. D'accord? Et donc, c'est pas une publicité commerciale trompeuse. Et en fait, la plupart des publicités à l'heure actuelle sont des publicités hyperboliques. Et par conséquent, ne rentrent pas dans le cadre des publicités trompeuses. C'est à partir du moment où un doute est susceptible de s'immiscer, et d'ailleurs, c'est ce que vous dit l'article, hein, c'est quand ça altère ou que c'est susceptible d'altérer le comportement économique du consommateur, qu'on va considérer que c'est une pratique commerciale trompeuse. Et donc, encore une fois, je répète, mais le standard de référence, c'est-à-dire quelle est la personne qu'on va prendre en compte pour savoir si c'est susceptible d'altérer ou non le comportement, c'est le consommateur moyen. C'est le consommateur moyen qui ne doit pas tomber dans le piège, et le consommateur moyen, c'est celui qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. C'est-à-dire que c'est pas non plus le mec vraiment débile, mais c'est pas non plus le mec qui a un QI de 190. D'accord? C'est vraiment le français moyen avec un QI, je crois, de 90. Il me semble. Je me trompe peut-être sur le QI moyen français. Espérons que si je me trompe, c'est parce qu'il est plus élevé. Bref. Et c'est donc celui-là qui ne doit pas tomber dans le piège. Et c'est lui qui doit comprendre le caractère hyperbolique de la publicité. Avec, évidemment, toujours des exceptions à ce principe, puisque si jamais on est dans une publicité qui vise un public, une catégorie spécifique de la population, bah, par exemple, une publicité qui va viser les enfants de 4 à 8 ans, on va prendre comme standard de référence non pas un consommateur moyen, mais un enfant moyen. Et il faut donc, en fait, on va s'intéresser à la capacité moyenne de discernement de cette catégorie-là, des enfants de 4 à 8 ans, et non pas du consommateur moyen. Ok, ça a l'air bon. Ensuite, pour que la pratique commerciale soit considérée comme trompeuse, il faut qu'elle soit interdite au motif de l'un des éléments prévus par le deuxième point de l'article L121-2. Donc ce sont toutes les petites lettres de A à G, si je ne dis pas de bêtises, que je vous ai mis dans le PowerPoint. Et d'ailleurs, si jamais à l'examen, vous avez une question sur une publicité, faudra bien, vous avez le droit d'avoir accès à cette liste, d'accord? Il faudra expliquer. Bref, j'ai pas dit que c'était dans l'examen et j'ai pas dit que c'était pas dans l'examen. Et principalement, cette liste-là, c'est les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Ça va être aussi également les conditions de vente, ça va être le prix. Enfin, je vous laisserai lire la liste paisiblement dans votre lit ce soir ou paisiblement dans votre lit 4 heures avant l'examen. Ça, c'est vous qui voyez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la liste en question, en fait, elle provient d'une directive de 2005. C'est ça, directive de 2005. J'ai plus la date exacte, mais retenez juste directive de 2005. Et qui prévoit toute une liste de pratiques commerciales réputées trompeuses. Donc, cette liste, elle pose des présomptions de est-ce que c'est trompeur ou non. Et les présomptions, on en a déjà vu.
on a déjà vu qu'il y en avait 2 types. On a vu, est-ce que quelqu'un peut me rappeler quels sont les 2 types de présomptions qui existent en droit? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Alors oui, on a la présomption d'innocence qui existe, c'est une présomption, mais c'est pas la réponse que j'attendais. En gros, il y a, hem, il y a des présomptions qu'on peut renverser et d'autres qu'on peut pas renverser et les 2 ont des noms spécifiques. Est-ce que vous vous souvenez de ces 2 noms-là? Les présomptions qu'on peut renverser et celles qu'on ne peut pas renverser? Bon, ça n'a pas l'air. OK, c'est pas grave. Vous avez d'un côté les présomptions simples et de l'autre les présomptions irréfragables. Et la présomption d'innocence, c'est une présomption simple, puisqu'on peut prouver que quelqu'un est coupable. Maintenant, la directive de 2005, est-ce qu'elle pose des présomptions simples ou des présomptions irréfragables? Eh bien, tout simplement, les 22 hypothèses de pratique prévues par la directive de 2005, ce sont des présomptions irréfragables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un commerçant, un annonceur fait une publicité qui rentre dans la liste prévue par cette directive, on va considérer par défaut que c'est une pratique commerciale déloyale. Il n'y aura pas besoin de prouver que la pratique qu'il fait est déloyale. Et donc, cette liste de 22 hypothèses, alors attendez, comment je vais essayer de formuler ça? Cette liste de 22 hypothèses, elle rentre donc dans cette fameuse directive de 2005 qui est une directive d'harmonisation maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on ne peut pas ajouter, un État membre de l'Union européenne ne peut pas ajouter à cette liste. Il y a ces 22 hypothèses-là. Quand c'est transposé en droit interne, on a ces 22 hypothèses-là qui sont présumées de façon irréfragable comme étant des pratiques commerciales trompeuses, et la loi ne peut pas en prévoir en plus. Cependant, toujours un cependant, il est possible que la jurisprudence, enfin il est possible que dans des circonstances déterminées, certaines pratiques se révèlent être des pratiques commerciales déloyales. Cependant, il faudra le prouver, tout simplement. D'accord? Donc en gros, on a une liste fermée, 22 hypothèses, liste fermée, présomption irréfragable, mais rien n'empêche que, dans des circonstances particulières, d'autres pratiques soient considérées comme des pratiques commerciales déloyales. D'accord? Et il me semble que je vous ai ah non, je vous ai peut-être pas mis la liste. Hem, heu Bon, OK, je vais essayer de vous donner quelques exemples. On a, parce que là, je crois que non, je vous l'ai pas donné. Dans le slide d'après, c'est quoi? Voilà, dans le slide d'après, on passe directement au droit voisin. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ces 22 actes, hem, de ces 22 pratiques. Donc, pas les 22, hein, je vais juste vous en donner quelques exemples et vous comprendrez pourquoi c'est des présomptions irréfragables, parce que c'est complètement logique, en fait, de considérer ça comme des pratiques déloyales. On a notamment le fait de déclarer qu'un produit ou un service a obtenu un label, une certification, alors que ce n'est pas le cas. Ou alors, l'idée de dire qu'un produit ne va être disponible que pendant une très courte période, pour limiter en fait le délai de réflexion des consommateurs. Si on vous dit, on a tel produit, il est disponible pendant 48 heures, après il dégage, vous vous dites: «J'y vais maintenant», et donc de dire que le produit ne va être disponible que pendant 48 heures alors que ce n'est pas le cas, c'est une pratique commerciale déloyale, puisque ça vise à enlever le délai de réflexion nécessaire ou autorisé, on va dire, aux gens. Ou alors, de donner l'impression qu'un produit est gratuit alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, ça c'est une pratique qui existe encore, mais de moins en moins, quand on vous dit, «Vous avez gagné le gros lot», de tel truc, vous recevez une pub chez vous, on vous dit: «Vous avez gagné le gros lot, vous n'avez qu'à payer, les frais de port», et en fait, c'est pas vraiment des frais de port que vous payez, c'est, il y en a en réalité pour, je sais pas moi, 3 € de frais de port, et on vous dit: «Il y en a pour 70 € de frais de port». Mais en fait, vous payez pas des frais de port, vous payez le produit plus les frais de port, et donc ça, c'est pareil, c'est une pratique commerciale déloyale.
On va pas s'éterniser trop non plus là-dessus. Ça s'éloigne un petit peu du cours du droit des médias, donc on va pas s'éterniser. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux sanctions. Un petit peu comme pour les pratiques pour les publicités comparatives ou pour les publicités relatives à l'alcool ou au tabac. Déjà, le premier truc, c'est que on peut supprimer de façon préventive une publicité trompeuse. Et que cette suppression préventive, elle peut être annulée en cas de non-lieu ou en cas de relax. D'accord? Donc si jamais le tribunal vous dit ce n'est pas une pratique commerciale trompeuse, vous pouvez remettre votre publicité. Ça, c'est logique. Si jamais, à l'inverse, le tribunal considère que la pratique est effectivement une pratique commerciale trompeuse, alors le Code de la consommation vous dit qu'on est sur une peine d'emprisonnement de 2 ans et un montant de 300 000 € d'amende. Ces 300 000 € d'amende, ils peuvent être portés, en fait, on peut transformer ces 300 000 € d'amende aux avantages tirés de la pratique commerciale déloyale, et donc jusqu'à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel de la société, ou 50% des dépenses engagées pour la réalisation du produit. En gros, l'amende, ça va être soit 300 000 €, soit 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, ou 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité. Ça, c'est le juge qui choisit. Et à titre complémentaire, on a l'article L132-3, L132-3, qui vous dit que le tribunal peut également prononcer une interdiction d'exercer, pour une durée de 5 ans, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. C'est exactement la même logique que pour les publicités relatives à l'alcool et au tabac. On peut empêcher la personne d'exercer cette activité-là. Donc empêcher de commercialiser l'alcool, empêcher de commercialiser le tabac, ou empêcher d'exercer l'activité pour laquelle il y a eu une publicité, une pratique commerciale trompeuse, une publicité trompeuse. Voilà qui conclut cette première partie sur le droit des médias, et donc sur les publicités au sein du droit des médias, les publicités commerciales. Et donc maintenant, on va revenir en fait plus ou moins au thème premier de ce cours, c'est-à-dire le droit d'auteur, et on va parler des droits voisins du droit d'auteur. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ou pas? Non? Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, on part donc sur les droits voisins. Alors, les droits voisins, ils ont été instaurés par la loi de 1985, loi qu'on a déjà vue. Je vous invite à regarder les PowerPoint, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le tout premier PowerPoint qu'on a vu, c'est la loi de 1985 qui instaure également les droits voisins. Et ces droits voisins, ils cherchent à attribuer à des personnes qui sont plus ou moins proches des auteurs, qui sont dans la sphère de la création culturelle au sens large, mais qui ne sont pas des auteurs. Ce sont des personnes qui sont dans le voisinage des auteurs, qui concourent à la diffusion des œuvres, mais ce ne sont pas des créateurs, ce sont des auxiliaires de la création. Du coup, voilà, retenez, droit voisin, c'est parce que ils sont dans le voisinage, dans la périphérie des auteurs, sans être des auteurs. Et donc les titulaires des droits voisins, ce sont les auxiliaires de la création, au nombre desquels on peut compter les artistes-interprètes, les éditeurs de phonogrammes, les éditeurs de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle et, plus récemment, les éditeurs de presse, de publication de presse, qu'on avait commencé à voir la semaine dernière. Et donc, dans l'ensemble, c'est ce que j'essayais aussi de vous expliquer la semaine dernière, on va considérer que les droits voisins du droit d'auteur sont considérés comme hiérarchiquement inférieurs. Et donc, quand on lit l'article L211-1 du Code de la propriété intellectuelle, cet article précise que les droits voisins ne doivent pas porter atteinte aux droits d'auteur et que aucune disposition relative aux droits voisins ne peut être ou ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur. Et donc, en cas de doute, si jamais on ne sait pas trop, en fait, un peu comme pour la cession de droit, les articles relatifs aux droits voisins, quand ils sont confrontés aux droits d'auteur, ils seront toujours interprétés in favorem a auctoris, c'est-à-dire que on prendra toujours l'interprétation la plus favorable à l'auteur. Donc, on va commencer par les artistes-interprètes.
Voilà, alors oui, je vous en ai mis que 3, mais en réalité, il y en a plus que ça, j'espère qu'on aura le temps de tout faire, mais je suis pas sûr. On va faire dans cet ordre, hein, artiste-interprète, phonogramme, vidéogramme, audiovisuel et éditeur de presse. Alors concernant donc, tout d'abord, les artistes-interprètes, il faut une interprétation et donc l'interprétation, c'est quoi? C'est l'article L212 oui, c'est ça, article L212-1 qui vous donne la définition de l'interprétation. C'est celui qui représente, chante, récite, déclame ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique. Je crois que je vous l'avais donné, voilà exactement, je vous avais donné la définition. Et donc, pour qu'il existe un droit voisin de l'artiste-interprète, il est nécessaire qu'il existe préalablement une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, puisque l'artiste-interprète, c'est celui qui interprète une œuvre préexistante, d'accord? L'interprétation d'une création non protégée par le droit d'auteur ne mène pas à la création d'un droit voisin. Ok? Donc, on est bien d'accord que pour qu'il y ait une œuvre protégée par le droit d'auteur, il faut donc que l'interprétation porte sur une création de forme originale dont l'auteur est une personne physique. Voilà, si on devait résumer tout ce qu'on a vu à la première séance, c'est ça. Donc il faut que l'interprétation porte sur une œuvre. Et l'article L212-1, j'ai beaucoup de mal, permet également, en fait, comme le droit d'auteur, d'avoir une certaine évolutivité, puisque on vous dit que l'exécution, elle peut être de toute autre manière. Donc ça veut dire des éléments qu'on ne connaît pas, des interprétations qu'on ne connaît pas encore. Alors, dans un premier temps, on va essayer de dire ça comme ça. Dans un premier temps, le droit voisin des artistes-interprètes ne nécessitait pas que l'interprétation soit originale. D'accord? Donc je vous renvoie à la définition de l'originalité qu'on a déjà vue. Et c'était plutôt logique en fait, parce que les autres droits voisins, enfin tous les droits voisins, n'ont pas la logique personnaliste du droit d'auteur. Les droits voisins, c'est surtout, on va chercher à récompenser des investissements. Les auxiliaires de la culture, c'est ceux qui investissent pour diffuser du contenu. Mais ce ne sont pas des gens qui emprègnent de personnalité ce qu'ils font. C'est juste du business. Et c'était du coup plutôt logique de dire que les artistes-interprètes, c'était aussi du business. Pour autant, cette différence de logique, elle disparaît un petit peu avec le droit des artistes-interprètes, puisque la jurisprudence a décidé de rapprocher les artistes-interprètes des auteurs primaires, et donc, désormais, on va considérer que les artistes-interprètes doivent interpréter de façon originale l'œuvre qu'ils interprètent. Ça fait très tautologie ce que je raconte, mais en gros, l'interprétation doit être originale, et l'originalité a exactement le même sens que pour le droit d'auteur. Et donc ça, on a 2 arrêts à retenir pour ce côté, l'interprétation doit être originale. Le premier arrêt, c'est la première chambre civile de la Cour de cassation, du 6 juillet 1999. Donc 6 juillet 1999, et le deuxième, c'est 23 avril 2013. Et cette condition d'originalité, finalement, elle a un petit peu du sens quand même, puisque un interprète, c'est les artistes-interprètes, il y a quand même le mot artiste dedans, même si ce sont des artistes, on va dire, secondaires, ils restent des artistes et donc ils sont susceptibles, dans leur interprétation, de mettre une partie, une empreinte de leur personnalité, ou la définition plus récente que je vous invite à revoir, qui est la marque d'un apport intellectuel propre à l'auteur. Bref. Interprétation originale, ça c'est fait. Titulaire des droits voisins, oui c'est ça, ok. Titulaire des droits voisins des artistes-interprètes. Alors, encore une fois, puisque l'interprétation doit être originale, eh bien, exactement comme pour le droit d'auteur, on comprend que l'artiste-interprète ne peut être qu'une personne physique. Et au-delà de cette considération, ne peuvent être considérés comme des artistes-interprètes ceux qui n'interprètent pas, à savoir, par exemple, et ce sont des exemples qui ont été donnés, auxquels la jurisprudence a été confrontée, mais les sportifs, ce ne sont pas des artistes-interprètes. Les mannequins, ce ne sont pas des artistes-interprètes. Les personnes dans une émission de télé-réalité, ce ne sont pas
des artistes-interprètes. Alors concernant les sportifs, la première affaire, c'était les footballeurs, qui disaient « nous, on est des artistes-interprètes ». La jurisprudence a dit « c'est ça, va-t'en ». Les mannequins, la question se posait pas non plus, hein, puisqu'il n'y a rien à interpréter. Et les personnes dans une émission de télé-réalité, on a considéré que ce n'étaient pas des artistes-interprètes. Alors la question pourrait être considérée différemment, mais à partir du moment où ils n'ont pas un script et qu'ils ne sont pas soumis, en gros, ce ne sont pas des acteurs, on considère qu'ils sont eux-mêmes, ils se jouent eux-mêmes, hein, ils sont naturels, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pendant l'émission de télé-réalité, il n'y a pas d'interprétation. Et donc, pas d'artiste-interprète. Cependant, la question pourrait être différente quand si on imagine une émission de télé-réalité où il y a un script, il y a tout ça, mais dans ce cas-là, ce ne seraient pas des artistes-interprètes, ce seraient des acteurs au sens premier du terme, et donc une œuvre plus audiovisuelle que simplement des artistes-interprètes, d'accord? On va revenir sur les artistes, n'importe quoi, sur les sportifs. Je vous ai parlé de cette hypothèse des footballeurs, en vous disant les footballeurs, ils sont pas des artistes-interprètes. Cependant, il y a certains sports où on peut avoir des artistes-interprètes, notamment les sports qui nécessitent une chorégraphie. Le patinage artistique ou j'ai oublié comment ça s'appelait. GSR, pas du tout, je sais plus. Bref, la gymnastique où on danse en même temps, je suis désolé s'il y en a qui font ça, je me souviens plus du nom, c'est pas du tout du mépris. Bref, tous les sports où il y a une certaine chorégraphie, on peut imaginer une qualification d'artiste-interprète. Et à l'avenir, évidemment, comme pour le droit d'auteur, on devrait exclure les éventuels robots artistes-interprètes, puisque ce ne sont pas des personnes physiques. Idem, on ne considère pas comme des artistes-interprètes ce qu'on appelle des artistes de complément. Et les artistes de complément, c'est quoi? C'est les figurants dans un film. Les figurants dans un film, ce ne sont pas des artistes-interprètes. Et comment on passe de figurant à acteur ou à artiste-interprète? Eh bien, il y a les usages professionnels qui permettent de le définir, et plus généralement, on va considérer que c'est celui qui a au moins 13 lignes de texte à lire. Ok. Donc ensuite, on va s'intéresser au contenu des droits. Quels sont les droits des artistes-interprètes? Eh bien, comme pour le droit d'auteur, les artistes-interprètes disposent de droits patrimoniaux et d'un droit moral sur leur création. Et ces droits, c'est ce que je vous disais dès l'introduction, ils sont restreints par rapport aux titulaires des droits de l'œuvre primaire. On va commencer par le droit moral. Alors, le droit moral de l'artiste-interprète, comme le droit moral de l'auteur, en fait, traduit une vision personnaliste du droit des artistes-interprètes. C'est ce que je vous expliquais, ce qui me permet d'ailleurs de faire un petit rappel pour ceux qui auraient oublié, mais la raison de l'existence d'un droit moral, c'est parce qu'il y a une empreinte de la personnalité de l'auteur dans sa création. Et c'est pareil, du coup, pour les artistes-interprètes, c'est puisque l'artiste-interprète met une part de lui-même dans l'œuvre, on lui accorde un droit moral. Pour autant, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup moins ancré que pour le droit d'auteur. D'accord? Ce qui explique pourquoi les prérogatives morales de l'artiste-interprète sont moins conséquentes que celles de l'auteur. Et le droit moral de l'artiste-interprète, il se résume à 2 prérogatives, contrairement aux 4 prérogatives de l'auteur. L'artiste-interprète, lui, il a le droit au respect de sa création et d'un droit à la paternité. Et pour ça, je vous renvoie au cours qu'on a déjà fait sur le droit d'auteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit moral de l'artiste-interprète, par contre, il a les mêmes caractéristiques que le droit moral de l'auteur. C'est-à-dire qu'il est imprescriptible, inaliénable, personnel et donc incessible. Ouais, c'est ça. Pour autant, le Code civil ne précise pas, ou même le Code de la propriété intellectuelle ne précise pas par rapport à sa perpétuité. Mais on en avait déjà parlé, hein, la perpétuité du droit moral, c'est quelque chose, on n'est pas tout à fait sûr non plus qu'il soit vraiment perpétuel. Il y a un côté très théorique à la perpétuité d'un droit moral. Puisque de toute manière, dès lors qu'il est transmissible à la mort dès lors qu'il est transmissible une fois que l'artiste interprète est mort,
forcément, les héritiers, ils ont plus de mal à savoir ce que voulait vraiment l'auteur. Et vu que la personnalité de l'artiste-interprète est moins présente que celle de l'auteur primaire, il va s'essouffler encore plus vite. Bref. Ensuite, concernant les droits patrimoniaux des artistes-interprètes, eh bien, ils sont prévus à l'article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle. Je crois que je vous les ai cités. On va essayer de faire la même distinction que pour les auteurs, c'est-à-dire qu'on va séparer en deux grosses catégories, le droit de représentation d'un côté et le droit de reproduction de l'autre. Et même si en fait le code de la propriété intellectuelle semble séparer la fixation de la représentation, je crois que je vous les ai je vous les ai soulignés, en réalité la distinction ne s'opère pas, puisque la fixation, c'est la première incorporation de la prestation de l'artiste dans un support. Et cette distinction, elle est très artificielle en fait. Je crois. Bon, vous savez quoi, je vais arrêter de parler de ça. Je risque de vous perdre plus qu'autre chose. Retenez juste que l'artiste dispose, donc l'artiste interprète, l'artiste interprète dispose d'un droit de communication au public, qui est globalement l'équivalent du droit de représentation, et ce droit lui permet de contrôler les représentations de son interprétation. Et comme pour le droit d'auteur, le droit de distribution de l'artiste-interprète s'épuise par la première vente d'un ou des exemplaires matériels de son œuvre. Donc une fois le premier exemplaire légalement mis à disposition, sur le sol de l'Union européenne, l'artiste-interprète ne peut plus s'opposer à la mise en vente de cette fixation dans l'espace économique européen. Et ça, on l'avait déjà vu, je crois, pour l'auteur, c'est exactement la même logique. Concernant ce droit de distribution, ça marche au sein de l'UE, mais ça ne marche pas à l'international. Pardon. Ensuite, autre point de détail, on a l'article L212-12 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la possibilité pour l'artiste-interprète de sanctionner l'inertie du producteur de phonogramme à qui il aurait cédé un droit d'exploitation qui ne servirait pas. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que si jamais l'artiste-interprète cède ses droits à une maison de disques et que la maison de disques décide de ne pas du tout se servir de ses droits, il a le droit de faire en sorte que la maison de disques agisse ou que le contrat cesse. Ok? Pardon. Bon. On va s'intéresser maintenant à la durée du monopole, puisque la durée du monopole n'est pas la même que celle du droit d'auteur. On est sur une durée théorique de 50 ans, et le point de départ n'est pas du tout le même que celui du droit d'auteur standard, puisque c'est à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'interprétation. Je suis désolé, 2 minutes. Pardon. Donc, j'en étais à... Le monopole commence à courir au 1er janvier de l'année civile qui suit l'interprétation. Pour autant, exception, évidemment, toujours des exceptions, si l'interprétation elle est fixée dans un vidéogramme ou dans un phonogramme, eh bien, le point de départ diffère. Puisque, dans le cas où c'est fixé dans un vidéogramme, les 50 ans, c'est à partir de la mise à disposition au public, par des exemplaires matériels, soit la première communication publique, c'est-à-dire la première mise en ligne. Et la fixation dans un phonogramme, là, c'est encore différent, puisque depuis la directive 2011, donc c'est la directive 2011-77-CE, depuis la directive 2011-77-CE, dès lors qu'on est dans un phonogramme, comprenez un CD, voilà, c'est ça un phonogramme, un vidéogramme ça va être le DVD, et le phonogramme ça va être le CD. Eh bien, si jamais c'est mis sur un CD, la durée, elle est de 70 ans, et non plus 50, à compter soit de la mise à disposition du public, soit, donc mise à disposition du public par des exemplaires matériels, soit la première communication au public, ça va être les hypothèses, principalement en ligne. Est-ce que c'est à peu près clair? Excusez-moi, vous avez dit de la première mise à disposition du public et quoi? Alors, en gros, il y a deux hypothèses. C'est soit ça va être la première
communication au public, donc ça va renvoyer aux hypothèses en ligne, soit la mise à disposition du public, enfin mise à disposition au public par les exemplaires matériels. Donc ça va être les CD, les Blu-ray, ce genre de choses. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, donc, on a vu le monopole. Je crois que... Voilà, je ne vous avais pas parlé encore des exceptions et que j'avais fait un slide pour ça. Donc, concernant les exceptions au monopole des artistes-interprètes, eh bien, on retrouve des similarités avec les exceptions de l'article L122-5 du droit d'auteur, donc l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle relatif exclusivement au droit d'auteur. Et les exceptions relatives aux artistes-interprètes, elles sont prévues à l'article L211-3 du Code de la propriété intellectuelle. Et on retrouve, pêle-mêle, je crois que je vous en avais noté certaines, des exceptions qui sont identiques, c'est-à-dire le cercle de famille, la revue de presse, la diffusion à des fins d'actualité, la parodie, ou la plus importante, encore une fois, la plus importante, la reproduction provisoire qu'on avait vue pour le droit d'auteur, qui fonctionne tout autant pour les droits des artistes-interprètes. Et il existe en fait une exception spécifique pour les artistes-interprètes, qui n'existe pas pour le droit d'auteur, et les artistes-interprètes ne peuvent pas s'opposer à l'exploitation de leur interprétation si elle est accessoire. Alors, je ne sais pas si je voulais noter. Non, je ne voulais pas noter. Donc retenez une exception spécifique aux artistes-interprètes, donc qui ne peuvent s'opposer à l'exploitation de leur interprétation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence, d'une œuvre ou d'un document audiovisuel. Donc je répète, exception, c'est ils ne peuvent s'opposer à l'exploitation de leur œuvre si jamais c'est un accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une œuvre ou d'un document audiovisuel. Et en gros, alors, on va, pour expliquer ça, c'est juste, en droit, on a ce qu'on appelle la théorie de l'accessoire. Et la théorie de l'accessoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... comment dire ça? On va prendre un exemple tout bête. Imaginez un pommier. Vous avez un pommier, votre pommier fait des pommes, et tant que la pomme elle est sur le pommier, on va considérer que la pomme fait partie du pommier. C'est l'accessoire du pommier. D'accord? Donc là, en fait, c'est un peu pareil. C'est si jamais, par exemple, je sais pas, vous avez un reportage sur un festival, un festival de musique, que le reporter arrive avec sa caméra et vous dit ah là là, regardez comment ça se passe à tel festival, et qu'en fond sonore vous avez un groupe qui joue, donc qui interprète une chanson, eh bien le groupe ne peut pas s'opposer à la diffusion du morceau, d'une partie du morceau qui est entendu lors du reportage, puisque on va considérer que c'est un accessoire et que la musique en fait n'est pas le centre du reportage. D'accord? C'est pas ça le sujet principal de l'œuvre ou du document audiovisuel. D'accord? Donc, on va s'intéresser maintenant au contrat d'exploitation des artistes-interprètes. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser, on va dire, à la base commune des contrats des artistes-interprètes. Puisque, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les articles propres au droit contractuel de l'auteur ne s'appliquent pas au droit commun des contrats de l'artiste-interprète. D'accord? Mais il existe des dispositions relatives aux droits des artistes-interprètes qui sont clonées, entre guillemets, du droit d'auteur. Et principalement, en fait, c'est l'article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle qui subordonne à une autorisation écrite des artistes-interprètes toute fixation, reproduction, communication au public de son interprétation. C'est la logique du droit d'auteur de dire que si jamais il y a une exploitation de l'œuvre qui est faite par quelqu'un d'autre, l'auteur doit nécessairement l'autoriser par écrit, sauf si ça rentre dans le cadre des exceptions. En fait, c'est la même logique pour les artistes-interprètes. Toute exploitation doit être autorisée par écrite. Et donc, cette autorisation, elle doit être individuelle, y compris dans le cas où les artistes-interprètes se produisent en groupe. C'est-à-dire que chaque artiste-interprète doit donner son accord pour l'interprétation, enfin pour sa partie de l'interprétation globale. D'accord ? Ensuite,
on a des contrats un peu plus spécifiques, notamment dans le cadre des œuvres audiovisuelles. Et concernant les œuvres audiovisuelles, on a l'article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle qui vous dit que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, donc la signature d'un contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Donc je répète, hein, la signature du contrat entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Est-ce que vous pouvez répéter une dernière fois, s'il vous plaît? J'ai pas eu la fin. Bien sûr. Alors, Merci. je vais répéter tout d'un coup, ce sera plus simple. La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer la prestation de l'artiste-interprète. C'est bon pour vous? Oui, oui, merci. Ok. Alors du coup, je vous passe l'évolution de la jurisprudence sur les contrats entre les artistes, interprètes et les producteurs audiovisuels. Faut juste retenir que désormais, la signature d'un contrat entre un artiste-interprète participant à la sonorisation d'une œuvre audiovisuelle et un producteur vaut autorisation pour le producteur d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète sans qu'il soit nécessaire de se faire céder l'intégralité des droits. Ensuite, deuxième cas spécifique, les hypothèses des phonogrammes. Attendez, ouais, c'est ça. On a la loi du 16... n'importe quoi, on a la loi du... Oh non, je me souviens plus de la date. Enfin, on a la loi de juillet 2016, on va juste retenir loi de juillet 2016, qui crée un droit spécial entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Enfin, il y a une grosse partie qui devient un espèce de droit spécial, et on a un formalisme identique à celui de l'article L131-1 du Code de la propriété intellectuelle. Mais ce formalisme-là ne vaut que pour les artistes, interprètes, musiciens, avec une petite spécificité prévue par l'article L212-11 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose de mentionner expressément dans le contrat les droits cédés autres que ceux mentionnés au présent code. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux droits d'auteur, si jamais vous avez, je sais pas, un musicien qui joue, on va dire pour un clip, je sais pas, ou un truc comme ça, et qu'on le voit en train de jouer de la guitare, eh bien, il faut que dans le contrat où on cède les droits voisins de l'artiste-interprète, également céder le droit à l'image dont on a déjà parlé. D'accord? Donc c'est un peu un des seuls autres droits que celui des droits voisins, mais il faut aussi préciser le droit à l'image, éventuellement, alors je sais pas, le droit à la vie privée ou ce genre de choses, mais principalement ça va être la question de l'image de l'artiste-interprète. Alors, hop. Maintenant, on va parler des licences légales. Alors, les licences légales, d'abord, on va s'intéresser. Elles concernent principalement la diffusion de phonogrammes. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à la diffusion de phonogrammes. Donc, c'est la loi du 3 juillet 1985, qu'on a déjà parlé, qui consacre cette licence légale. En gros, c'est plutôt que de demander des autorisations à une multitude d'artistes-interprètes, certains diffuseurs, ils peuvent librement demander d'utiliser les phonogrammes du commerce sur lesquels sont fixées des interprétations, moyennant évidemment le paiement d'une redevance, d'une rémunération. D'accord? Donc je répète, le concept de la licence légale, c'est de dire que plutôt que de demander à plein d'artistes-interprètes des autorisations, certains diffuseurs peuvent diffuser librement des phonogrammes du commerce sur lesquels sont fixées les interprétations, moyennant évidemment rémunération, redevance, d'accord? Et il faut comprendre que la qualification de phonogramme est indépendante du support.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser soit des CD, des vinyles, des vidéocassettes, mais également des fichiers MP3, des fichiers FLAC, enfin bref, matériel ou immatériel. Et cette licence légale, elle concerne les artistes-interprètes, donc ce qui lie les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, mais pas les titulaires des droits d'auteur ou les autres droits voisins. Ça ne vaut que pour les artistes-interprètes et les phonogrammes, les producteurs de phonogrammes. Donc c'est vraiment ce qui lie les licences légales, ça ne vaut que dans cette relation-là. Et ça vise les phonogrammes publiés à des fins de commerce, d'accord? Les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes ne peuvent pas s'opposer à la communication directe dans un lieu public. Dans un lieu public de ces phonogrammes-là. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'un artiste-interprète ou un producteur de phonogramme ne peut pas interdire que la musique soit passée dans un bar, dans un commerce, dans des restaurants, puisque c'est une licence d'ordre public. Donc c'est imposé par la loi. Et on ne peut pas contrevenir à cette disposition. Bon, le problème, c'est que cette licence légale, elle vise la communication directe au public. Communication directe au public. Et alors, bon, c'est vrai que là, ça commence à faire remonter des souvenirs d'il y a 2 ou 3 mois, mais on avait établi une espèce de distinction entre la communication directe et la communication indirecte. La communication indirecte étant celle qui se fait par le biais d'un support. Ce qui voudrait donc dire qu'à partir du moment où il y a besoin d'un support, c'est-à-dire un CD, un disque dur, un machin, on ne pourrait pas mettre en œuvre cette licence légale. Et en vrai, du coup, ça voudrait dire que le système même de licence légale, il ne marche quasiment jamais. À moins que tous les bars et tous les restaurants et tous les hôtels du monde aient des groupes à disposition constamment pour jouer des morceaux. Donc ce serait un petit peu con. Donc évidemment, on a considéré que la communication directe, en réalité, ça valait aussi pour les communications indirectes. Et que l'utilisation de phonogrammes, ça peut se faire par le biais d'une playlist numérique, j'entends. Et donc, c'est pas vraiment, finalement, de la communication directe. Bref. Cette licence légale, elle est également possible pour la radiodiffusion et la diffusion par câble. Et depuis la loi de juillet 2016, du coup, dont je ne me souviens plus du jour, mais c'est pas grave, depuis la loi de juillet 2016, cette licence valable, elle est aussi possible pour les web radios. Bref, la licence légale, comment je peux... Alors, comment je vais essayer de tourner ça? Déjà, est-ce que je vous l'ai mis? Je crois que je vous l'ai pas mis. Ouais, non, je vous l'ai pas mis. Bon, du coup, c'est pas grave. Retenez que dans le cadre de cette licence légale, on a des principes de rémunération, d'accord? Quoi qu'il arrive, la licence légale, c'est OK, on ne peut pas empêcher l'utilisation, mais en échange, on a une rémunération. Et la rémunération, ça doit être une rémunération équitable, basée soit sur les recettes. En principe, cette rémunération, elle est basée sur les recettes, et exceptionnellement, elle peut être forfaitaire. Et qui va collecter forcément l'argent de ces licences-là? Ce ne sont pas directement les artistes-interprètes, ce sont des sociétés de gestion collective pour les artistes-interprètes. Le droit d'auteur a la SACEM, les artistes-interprètes, ils en ont principalement 2, qui sont l'ADAMI et la SPEDIDAM. Et pour les éditeurs de phonogrammes, ça va être la SCPP. Ouais, c'est ça. Donc ADAMI, SPEDIDAM, SCPP. Pas de questions. Ok, on continue. Et on va partir désormais. On a commencé à parler, en fait, j'aurais peut-être dû faire ça dans l'autre sens. Je vous ai parlé des producteurs de phonogrammes, de cette licence légale. Maintenant, on va s'intéresser au régime propre des producteurs de phonogrammes. On va voir ce que c'est. Et c'est pour ça que je me dis que ça aurait peut-être été plus logique d'en parler avant la licence légale, mais c'est pas grave. Donc,
qui sont les producteurs de phonogrammes? Eh bien, les producteurs de phonogrammes, ce sont les personnes physiques ou morales qui sont à l'initiative et qui ont la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. Déjà, contrairement aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, on se rend compte qu'on peut avoir un primo-titulaire qui est une personne morale. Et on a deux éléments principaux concernant le producteur de phonogrammes. Tout d'abord, c'est celui qui prend le risque financier. Et de l'autre, c'est celui qui dirige l'édition, enfin la production. D'accord? Et le producteur de phonogrammes, c'est, comme pour les droits d'auteur, quelque chose qui a une dimension internationale. C'est pas un truc qui est purement franco-français. Des éditeurs de phonogrammes, on en a dans le monde entier, et c'est pour ça qu'on la retrouve dans la Convention de Genève du 29 octobre 1971. Et donc en fait, on a un droit des producteurs de phonogrammes à l'international, avec des fondamentaux, mais on a évidemment toujours, comme pour le droit d'auteur, des spécificités locales, européennes, aux États-Unis et dans plein d'autres pays du monde. Alors, je crois que je vous ai donné la définition. Voilà. La définition du phonogramme, hein, c'est un support qui accueille une œuvre de l'esprit ou une interprétation d'une œuvre de l'esprit. Donc, ça peut être fixé sur un support comme un CD, mais ça peut être fixé sur n'importe quel autre support de commercialisation qui est équivalent ou qui est dans la continuité du CD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez, je vous en ai parlé il y a 10 minutes, mais si jamais c'est une vieille cassette, bah, ça marche. Si vous avez un vinyle, ça marche. Si vous avez un Blu-ray, ça marche aussi, puisque c'est la continuité en fait du support musical. Mais la jurisprudence admet également que ça puisse être dématérialisé. Et donc, c'est le cas, bah, ça va être le cas des plateformes de streaming ou de téléchargement de fichiers musicaux. D'accord? Donc, maintenant que ça c'est vu, à peu près, normalement, on va s'intéresser au monopole, puisqu'on commence à manquer de temps, malheureusement. Le monopole, alors est-ce que c'est ce slide ou est-ce que c'est celui d'après? Non, c'est bon, je vous l'ai mis sur ce slide. Donc, le monopole du producteur de phonogramme, c'est le droit exclusif, hein, évidemment, parce que droit d'auteur, enfin, propriété intellectuelle, on est quasiment toujours sur du droit exclusif. Donc, le monopole du producteur de phonogramme, c'est le droit exclusif d'autoriser la reproduction du phonogramme. Et nécessairement, ce monopole nécessite le fait qu'il y ait des éléments identifiables à l'écoute qui soient copiés. Exactement, en fait, il me semble qu'on en avait un peu parlé pendant le droit d'auteur, c'est la question du sample, enfin de toutes ces idées-là. Si jamais ce qui est copié n'est pas reconnaissable, bah, on va considérer que ça ne met pas en œuvre le monopole en question, en l'occurrence le monopole du producteur de phonogramme. Ensuite, le producteur de phonogramme, bah, il peut contrôler les actes qui concernent la circulation commerciale de ces exemplaires. Droit, épuisement des droits, tout ça, on en a parlé. Le producteur contrôle aussi la communication au public de son phonogramme, et la communication au public, ça vaut également l'exploitation sur Internet. On a l'épuisement des droits, je vais vite hein, parce qu'il ne me reste que 5 minutes, donc on va aller assez vite. On a l'épuisement des droits qui est prévu à l'article L211-6 du Code de la propriété intellectuelle, un épuisement des droits qui est somme toute similaire aux autres. Ensuite, concernant la durée du monopole, alors concernant les producteurs de phonogrammes, on a une durée de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant la première fixation de la séquence de son. Pour autant, et là on a quelques spécificités, si durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication publique, c'est-à-dire en ligne, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme, c'est 70 ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit cette mise à disposition, physique ou en ligne. En gros, c'est soit 50 ans à partir du moment où c'est enregistré, soit si jamais on le fixe et on le met à disposition du public, c'est 70 ans à partir du moment où c'est mis à disposition du public. D'accord? Donc il faut faire un petit peu attention à ça. C'est un peu le piège, c'est un piège relatif aux droits des producteurs de phonogrammes, puisqu'on passe à 70 ans, et non plus dans les 50 ans traditionnels des droits voisins. Alors, on est bon sur les producteurs de phonogrammes. Maintenant, on va s'intéresser aux producteurs de vidéogrammes.
définition très similaire à celle des producteurs de phonogrammes, hein, puisque c'est la personne physique ou morale qui a l'initiative ou la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. Donc, ce que je vous disais, proche du phonogramme. Et ce qu'il faut comprendre aussi, petite spécificité en l'occurrence, c'est que le producteur de vidéogramme ne perd pas sa qualité de producteur de vidéogramme si jamais il passe par un mandataire pour faire la fixation. En gros, s'il demande à quelqu'un d'autre de faire la fixation de cette séquence d'images avec ou sans son, ça ne va pas être la personne qui fait la fixation pour le compte du producteur qui devient producteur du vidéogramme. D'accord ? Alors, les vidéogrammes, bon, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est, mais ça visait d'abord les VHS, et maintenant on a les DVD, les Blu-ray, sans compter évidemment que la jurisprudence a considéré... alors comment je peux expliquer ça ? En gros, la jurisprudence a considéré que dans les contrats qui lient un producteur de vidéogrammes, la mention d'un support spécifique vaut également pour les supports qui se situent dans le prolongement du précédent. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un contrat qui vaut pour les DVD, eh ben, on peut considérer qu'il est valable aussi pour les Blu-ray. Ensuite, contrairement à l'œuvre audiovisuelle qu'on va voir juste après, j'espère, le vidéogramme, les images, les successions d'images n'ont pas besoin, d'être animées. C'est-à-dire qu'on peut avoir juste une séquence, une succession d'images fixes. Vous pouvez avoir le diaporama de papy-mamie qui reviennent de vacances et qui sont tout fiers de vous montrer les photos qu'ils ont prises. Ça peut être considéré comme un vidéogramme. Maintenant, concernant la dématérialisation du vidéogramme, est-ce que ça marche aussi? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence à ce sujet. Cependant, on n'a aucune raison de penser que la dématérialisation ne vaut pas aussi pour le vidéogramme alors qu'elle vaut pour le phonogramme. C'est exactement la même logique. Ce sont deux droits qui sont très similaires, donc il y a peu, voire pas de raison, de penser que ce qui est valable pour le phonogramme n'est pas valable pour le vidéogramme. D'accord ? Ensuite, concernant la durée du monopole, eh bien, on a un monopole qui est similaire à celui des phonogrammes, mais on n'a pas de licence légale. Pour autant, il est soumis aux mêmes exceptions. La durée, c'est 50 ans à compter de la première fixation, et 50 ans, en fait, c'est 50 ans à compter de la première fixation, ou si jamais il y a une mise à disposition au public, des exemplaires matériels, ou tout simplement une première communication au public, donc pas forcément mise à disposition d'exemplaires matériels, ça va être 50 ans à compter de la mise à disposition. Donc 50 ans, 1er janvier, toujours, 1er janvier de l'année suivie qui suit la mise à disposition, ou qui suit l'enregistrement, ou qui suit la communication au public. Ensuite, dernier point qu'on va voir sur les producteurs de vidéogrammes, on a une petite spécificité, enfin une grosse spécificité, prévue par l'article, je crois que je vous l'ai écrit, c'est l'article 215, enfin L215-1 du CPI, qui vous dit que le producteur de vidéogrammes dispose de toutes les... Si jamais le producteur de vidéogrammes dispose de toutes les prérogatives du droit d'auteur et des droits des artistes-interprètes, c'est-à-dire que si jamais en fait tout le contenu protégé par le droit d'auteur présent sur son vidéogramme, s'il a les droits d'exploitation de tout le contenu, il n'a pas le droit de faire une cession séparée de certains de ses droits. Il est obligé de céder l'ensemble des droits d'un coup. Alors, ah mince, j'ai pas fait de slide. Alors, très rapidement, on a quasiment terminé sur... on terminera pas le droit des éditeurs de presse, c'est pas grave, mais juste sur les droits des entreprises de communication audiovisuelle, ça va aller très très vite. Donc, droit des entreprises de communication audiovisuelle, c'est l'article L216-1 du CPI, qui vous dit que ce sont en fait les entreprises qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986. On s'en fout. Pour simplifier et pour retenir, c'est les chaînes de télé qui disposent d'un monopole sur les programmes, mais également, ça vaut pour les radios.
Le monopole de ces chaînes, ça leur permet d'autoriser la reproduction des programmes, mais également leur mise à disposition publique, comme la télédiffusion ou encore la communication au public dans un lieu accessible moyennant le paiement d'un droit d'entrée. En gros, retenez juste que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chaînes de télé, elles ont un droit sur le contenu qui passe sur leur chaîne, d'accord? Et la jurisprudence a également considéré que ce monopole permettait aux titulaires d'interdire la communication non autorisée de leur programme grâce à un hyperlien. Autrement dit, si jamais vous avez TF1 qui, sur sa chaîne, sur Internet, diffuse sur la page TF1 quelque chose, vous ne pouvez pas, sur votre site à vous, utiliser un hyperlien qui permet d'avoir le lecteur TF1 sur votre page Internet, d'accord? Il y a une disposition qui leur permet de vous poursuivre si jamais vous le faites. Ce monopole, il a une durée de 50 ans, à compter, encore une fois, du 1er janvier de l'année civile qui suit la première communication au public, blablabla, limité par les mêmes exceptions que les autres droits voisins, également épuisement des droits les mêmes que les autres droits voisins, avec une petite spécificité prévue par la loi du 1er août 2008, qui vous dit que, en fait, c'est une exception qu'on a déjà vue, c'est l'impossibilité d'empêcher la diffusion des fameux événements d'importance majeure. Et ces événements d'importance majeure, ce sont tous des événements sportifs. Voilà, on s'arrête là. C'est la fin de notre dernier cours. Je vous remercie d'être restés aussi nombreux, mine de rien, et encore une trentaine de personnes. Je ne pensais pas que vous tiendrez à distance aussi longtemps, donc je vous remercie. C'était très cool. À ceux qui seront là la semaine prochaine, à la semaine prochaine. Et aux autres, je vous souhaite une excellente continuation dans tout ce que vous entreprendrez. J'espère ne pas vous voir au rattrapage et j'espère en fait ne pas vous revoir l'année prochaine. Voilà, j'espère que vous réussirez brillamment votre année et j'espère que le confinement ne sera pas trop dur. Cette fin de confinement ne sera pas trop dure. Voilà. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bonne Merci, journée. Merci, au revoir. Au revoir.